Cléopâtre Athanasiou-Popescu, donc vous êtes psychanalyste, comme membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris. Vous avez été formé auprès d'Esther Bick à Londres. Et puis, on a beaucoup travaillé autour de l'observation, justement, qu'Esther Bick proposait, auprès des nourrissons entre la naissance jusqu'à 2 ans. Puis, vous avez aussi formé, à travers des séminaires, en France, pas mal de personnes, justement, à cette pratique, ainsi qu'à la technique psychanalytique, à laquelle donc, vous avez largement contribué en écrivant de nombreux articles et de nombreux ouvrages. Notamment sur l'observation du nourrisson. Vous avez fait paraître il y a peu de temps aux éditions de l'Harmattan un texte qui décrit de manière très précise, comme aucun autre texte ne l'a fait jusqu'à présent, de manière longiligne, semaine après semaine, l'observation d'un jeune enfant qui s'appelle Sacha, et c'est un texte tout à fait lumineux. Vous avez accordé beaucoup d'importance donc à l'écriture, mais aussi à l'écriture sur le théâtre, sur la peinture, sur la musique. Et vous êtes actuellement toujours installé à Chenonceau, en Touraine, où vous continuez votre pratique de psychanalyste et de formatrice, si on peut dire, à travers des groupes de supervision et d'observation. Freud, donc, dans son immense découverte, a découvert le monde interne, n'est-ce pas? Et l'inconscient, le fait qu'on soit habité par des scènes internes que l'on ignorait et qui donc, peuvent plus ou moins donc, diriger notre vie de relations externes. Mais il y a un point qu'a apporté Mélanie Klein ensuite et qui s'est vraiment inscrit dans la psychanalyse et donc ensuite qui a été poursuivi par Esther Bick précisément, c'est que ce monde interne existe dans l'espace. Et Freud n'a pas trop mis l'accent sur le fait que nous avions un théâtre intérieur dans l'espace intérieur. Nous avons un espace en 3 dimensions en nous, n'est-ce pas? Mélanie Klein a essentiellement travaillé sur cet espace en 3 dimensions, comme s'il était évident qu'il naisse en 3 dimensions. C'est-à-dire, il y a un haut, un bas, etc. Il y a des batailles, il y a des liens, il y a des choses extraordinaires, n'est-ce pas, au niveau de ce qu'elle appellera la position dépressive, qui est une position dans laquelle elle signifie que l'on ne peut aimer que dans le chagrin ou que dans la perte, n'est-ce pas, et qu'en dépassant la perte. Bon, tout ça, ça se passe sur un théâtre intérieur, donc ça a été sa grande découverte. Elle a découvert que c'est pas donné d'emblée, cette histoire. Le nouveau-né passe, n'est-ce pas, d'un espace qui le contenait de manière très serrée in utero à un espace aérien. C'est la première perception du bébé. Ça ne veut pas dire simplement qu'il doit respirer par le nez. Ça veut dire que tout autour de lui, il tombe dans un monde pas seulement aérien, mais un monde de gravitation. Il tombe dans la gravitation terrestre. Évidemment qu'il l'était un peu in utero dans cette gravitation, mais là, il l'est vraiment dans la gravitation. Et donc, il est soumis à des forces qui le tirent vers le bas. Et donc, opposé à ces forces qui le tirent vers le bas et qui entraînent chez lui la perception d'une chute d'abord, il y a donc la capacité que l'objet a de contrer cette chute et de le porter et de faire en sorte qu'il soit donc tenu, on peut dire. Si donc les variations dans cette tenue donc trouvent un bébé préparé à lutter contre la perception de la chute. Il est préparé comment? Naturellement. Naturellement, aussitôt qu'il a la perception qui va tomber, il a en lui la perception qui va disparaître. Puisqu'il n'est pas constitué, n'est-ce pas, encore d'une enveloppe solide. Il est un petit sac de liquide, le bébé. Pour lutter contre ça, il va trouver donc à s'accrocher sur un point, on appellera
ce monde-là unidimensionnel, parce qu'il va s'accrocher avec tous ses muscles, avec ses yeux, sur un point de l'espace. Et comment trouve-t-il un point? Ce n'est pas un petit point, simplement un point, c'est un contraste. Un contraste entre deux couleurs, par exemple, ou un contraste lumineux, parce qu'il y aura un point lumineux, bon, une lampe dans un coin. Et en s'accrochant à ce point, il devient le point. C'est-à-dire qu'il est identifié au point et il est dans un monde unidimensionnel, mais là, le point ne bouge pas, il ne faut pas qu'il bouge ce point. S'il ne bouge pas, lui, le bébé, il est assuré qu'il va continuer d'être lui-même. Le génie d'Esterbik est d'avoir trouvé que le bébé avait moi je l'ai appelé la trousse de survie, un bagage à la naissance qui permet de se sauver en utilisant ces mécanismes fondamentaux très primitifs, très primaires et très simples. Concentrer toute sa tension musculaire sur un point. Mais il peut aussi ne pas s'accrocher à un point extérieur, il peut s'accrocher à lui-même. Et le petit bébé, le petit Sacha, lui, il avait une manière de s'accrocher à lui-même en tendant les muscles oculaires. Il faisait les yeux ronds. Il fait les yeux ronds. D'autres bébés s'accrochent à leurs yeux en louchant. Ils s'accrochent ils essaient de contrer la perception de l'espace dans lequel ils peuvent tomber en supprimant la vision binoculaire, n'est-ce pas? Ils s'accrochent et ils n'ont plus un seul point. Et les bébés peuvent s'accrocher aussi à un rythme. Toc, 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 toc. Bon, sentiment continu d'existence. Toc, toc, toc. Et puis le rythme s'arrête, ils tombent. Ou ils peuvent faire eux-mêmes ce rythme par des mouvements non-stop. Balancer la jambe, tic-tac, tic-tac, ça va, tout va bien. Et c'est là qu'en essayant de comprendre la chose, on voit que qu'est-ce qui se passe chez le bébé? Sinon le fait qu'il est donc dans une identité donc stable, parce que l'objet externe, en l'occurrence le son, la lumière, le point d'accrochage, etc., sont stables. Il peut aussi, non pas s'accrocher à un point, mais se coller. Parce qu'il est entouré d'une peau, il se colle à la peau de maman, n'est-ce pas? Et ça, c'est la fameuse identité, on appelle identité ou identification, je dirais plutôt, moi aussi, adhésive, c'est-à-dire on adhère à la peau. Et la peau a une continuité. Alors Esterbik parlait de petits patchs, n'est-ce pas? Il collait, puis ensuite il collait, puis la peau de maman ayant une continuité, donc le patchwork commence à devenir un patchwork continu, n'est-ce pas? Donc ça, nous sommes dans le bidimensionnel, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que l'unidimensionnel est terminé, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui est ajouté à sa trousse de secours. Sauf que si la peau de maman n'est pas là, il peut utiliser un objet, mais il peut utiliser pas auto-agrippement, mais une autocontenance adhésive en se faisant une fausse peau. Et là, on est à la naissance de tous les boucliers, de toutes les choses rigides, une sorte de coquille autistique. Oui. Il se rigidifie complètement. Dans le livre mettant en évidence l'observation de Sacha, on avait aussi cette fausse peau chez la maman à un moment donné, outre ses mécanismes obsessionnels. Vous vous souvenez quand elle devait donner le biberon et qu'il avait perdu le sein? Il avait 8 mois. Et elle lui disait « Ah, je sais ce que tu veux, mais sois fort, fais un effort, sois solide, tu es costaud, etc. » À 8 mois, n'est-ce pas? Donc c'était une sorte de mise en avant d'un modèle et d'un idéal de fausse peau, de comportement rigide. Ces éléments unis et bidimensionnels sont à la source des défenses qu'on a appelées autistiques. Si je prends un petit exemple du bébé qui qu'est-ce qui s'était passé? Oui, la maman retire le pyjama sur la table allongée, il commence à trembloter de partout, et la maman a dit « mais t'as froid ». Et en fait, donc Esterbik, secondairement, elle s'est dit « mais non, il n'a pas froid, il est en train de perdre sa peau ». Pourquoi? Mais pourquoi? Elle ne peut pas se le dire tout de suite. Il est en train de perdre sa peau, il tremble
en tétanie quasiment. C'est une angoisse psychophysique, n'est-ce pas? Secondairement, en travaillant et en réfléchissant à la chose, il dit, mais comment ça se fait? Il est en train de perdre sa peau. La maman l'a pris et tout de suite, il s'est arrêté de trembler, donc c'était vraiment pas le froid. Et il n'est pas en train d'avoir froid, il est en train plutôt de perdre son pyjama. Et en perdant son pyjama, il a perdu quelque chose de capital pour lui. C'était son identification au pyjama. Il était une peau pyjama. Ah, alors à ce moment-là, ça existe donc ce niveau au fond de soi où on est identifié de surface, on a des identifications de surface. On est identifié à la surface contre laquelle on se colle. Ça, c'était une découverte capitale, n'est-ce pas? C'est ce que vous appeliez tout à l'heure l'identification adhésive. Adhésive parce que ça adhère. La peau adhère au pyjama ou la peau adhère à la peau de maman. Et ainsi, petit à petit, le bébé assimile, comme par capillarité, cette peau et se fait sa propre peau. Et donc l'observation de bébé permet de voir comment, à un moment donné, ces deux peaux se décollent parce qu'elles se sont constituées, enfin les deux peaux, dans l'esprit du bébé, parce que la maman a toujours sa peau, mais lui, n'est-ce pas, il se décolle de la peau de sa maman parce qu'il a sa peau qui se constitue par assimilation du processus, n'est-ce pas? À ce moment-là, ce qu'on observe très bien dans cette observation de Sacha, c'est qu'un premier vécu de séparation survient, n'est-ce pas? Mais l'important donc dans cette découverte, c'est qu'il existe un niveau donc de séparation des peaux qui fait que, au fond de soi, on garde toujours, n'est-ce pas, une strate de notre psyché qui vit sur ce mode-là. Ça, on le redécouvre en analyse quand on voit des patients qui sont très sensibles à tout ce qui, n'est-ce pas, heurterait ce niveau, n'est-ce pas, de l'identique, absolument identique, c'est-à-dire de surface, n'est-ce pas, une identité de surface, et qui se traduit par des choses obsessionnelles, la même heure, le même moment, les mêmes places des choses, n'est-ce pas? C'est une identité de surface. Les mondes unis et bidimensionnels sont là comme des prémices à la constitution d'un monde en 3 dimensions, n'est-ce pas? Au moment où la bidimensionnalité commence à être vécue comme un enveloppement, et au moment où la peau du bébé assimile l'enveloppement de sa maman, il se constitue une peau à lui, et il y a un monde interne qui commence à naître, n'est-ce pas? Un espace interne, la maman donc se sépare de lui, les peaux se séparent, il y a toutes sortes de manifestations psychosomatiques d'eczéma possibles là, et puis donc dans ce monde interne commencent à vivre, n'est-ce pas, des objets et des fantasmes, une mémoire des relations avec les objets externes. On s'appuie sur le monde interne au moment où le monde externe donc vous impose une épreuve de séparation, n'est-ce pas? Par exemple, l'enfant ou le patient peut nous perdre à l'extérieur et nous retrouver à l'intérieur. Donc c'est un appui sur ce qu'il a intériorisé de la relation avec nous, n'est-ce pas? Mais aux origines, on pourrait dire très, très fine, de la différence entre l'accrochage et l'appui dont j'avais parlé dans le livre et qui peuvent servir de base de réflexion, on pourrait dire. On voit l'enfant, donc le petit, qui peut s'accrocher à un point, et puis à un autre moment, on voit donc l'enfant qui ne s'accroche pas à ce point parce qu'il est porté. Il peut s'appuyer sur la maman. On pourrait dire qu'il peut être porté et s'accrocher en même temps, quand il n'a pas trop confiance dans l'appui, peut-être. Mais quelle est la différence du point de vue des forces de gravitation entre l'accrochage et l'appui? Dans l'accrochage, tous les muscles, on peut dire, et toute la tension de l'enfant est tendue vers un point permettant une lutte anti-gravitationnelle. Il s'accroche pour ne pas tomber, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans l'appui qui est très très complexe,
puisque c'est la maman ou le bras qui le porte, n'est-ce pas, qui constitue cette force antigravitationnelle. Donc il faut qu'il ait assez de confiance dans la capacité de l'objet de le porter sans le lâcher. Et il y a des moments, effectivement, dans d'autres observations de bébés, qui à ce moment-là commencent à faire sauter le bébé et à jouer, à faire comme si elle allait le faire tomber. Elle le fait sauter sur ses genoux, elle écarte ses genoux, puis elle le retient. Pourquoi fait-elle ça, hein, pour dire, je te tiens, mais ne crois pas que c'est ad vitam aeternam. Je voulais dire que l'appui, donc, du point de vue de la force antigravitationnelle, c'est-à-dire qui lutte contre la chute, le vécu de chute du bébé, c'est l'objet qui le porte, n'est-ce pas? Et le bébé, dans la mesure où il accepte de s'appuyer, il pourrait être porté par la mère et ne pas du tout chercher à s'appuyer sur elle. Mais s'il cherche à s'appuyer sur elle, c'est qu'il fait confiance dans une force antigravitationnelle qui est dévolue à l'objet, et pas seulement à lui, n'est-ce pas? Sinon, par exemple, les autistes, ils ne s'appuient pas, hein, du tout. Ils s'accrochent. Ils s'accrochent, ils ne comptent que sur eux. Si on pense aussi à la construction de l'objet chez le petit, il n'y a pas, par exemple, de sein maternel qui soit uniquement féminin. Le sein est constitué d'un objet double. Le sein est le contenant et le tissu lui-même du sein, n'est-ce pas, est fait de double, d'un tissage, d'un croisement. Il n'y a pas de peau sans croisement. C'est ce qui fait qu'on a une surface. La surface est comme un tissu avec des fils croisés. Et le croisement, c'est évidemment deux fils de directions différentes. Et il y a une direction qui est féminine et l'autre masculine. Et le sein est fait de deux entités, n'est-ce pas? Un contenant et un mamelon. Le mamelon, c'est le robinet du sein. Et le robinet du sein, c'est le papa. Ce n'est pas le papa véritablement à part entière, mais c'est l'élément masculin. Et donc, c'est vrai que ça a été beaucoup reproché à Mélanie Klein. Elle parle que de la mère, pas du tout. Elle parle du père aussi, n'est-ce pas? Mais le petit, lui, il comprend bien ça, vous vous souvenez, dans le fameux livre, comment il commence à mettre un petit contenu dans un contenant. N'est-ce pas? Comment il prend un petit pot, il commence à mettre un petit pot et il essaie de mettre une petite tour dedans ou un petit objet et il voit comment ça peut se tenir ensemble, n'est-ce pas? C'est le père dans la mère. C'est dans la réalité interne de la mère qu'il doit y avoir un père, n'est-ce pas? Et pas un enfant qui tient lieu de père. Le père est vécu donc par le tout petit d'abord comme celui qui met une limite. Les enfants le jouent. À propos d'exemple, le jouent avec les barrières. Ils mettent une barrière. C'est très intéressant parce qu'ils mettent une barrière au bord de la table. Et alors là, ça fait la limite. Et on leur montre que c'est une limite très protectrice parce que s'il n'y avait pas de barrière, la voiture tomberait. Donc la limite a une double fonction, n'est-ce pas? De limiter et en même temps d'empêcher de tomber, de protéger. Alors, à tous les sens que l'on veut, parce que là, ça met une limite à la poussée pulsionnelle et ça protège contre l'explosion pulsionnelle. L'avenir de la psychanalyse est dans l'analyse des parties autistiques de tous les patients. Non ? C'est donc cette manière de vivre les choses dans un secteur autistique, c'est-à-dire traitant les êtres comme des choses, n'est-ce pas, sur un mode très uni et bidimensionnel. Eh bien, chez des patients très développés par ailleurs, juste névrosés ou avec beaucoup d'autres richesses intérieures, est très importante à détecter, n'est-ce pas, dans le moi du patient. Je pense à des patients, si je déforme un peu le matériel, qui a un patient qui arrive avec la peur de la chute. Il ne pouvait pas passer près d'un immeuble ou d'un gratte-ciel, on pourrait dire, sans donc avoir le sentiment qu'il va tomber.
Il évite de passer près des immeubles très élevés parce que sinon il est pris d'angoisse, de vertige, de chute, n'est-ce pas, alors qu'il était les pieds par terre. Ça peut être donc associé à des angoisses primitives d'être lâché. Mais ce n'est pas forcément, à première vue, associé à une partie autistique. Or, un peu plus tard, arrive tout un matériel où il considère qu'il a préféré vivre dans les cartes de géographie plutôt que sur un paysage terrestre. Il dit d'abord, moi, il y a la carte de géographie avec le plan, et puis secondairement, il y a la Terre. Alors là, donc s'il vit dans l'abstraction de cette manière, il n'est pas schizoïde, n'est-ce pas? Il peut faire penser à une coupure, mais il préfère vraiment les choses complètement, qui sont vues de haut et qui sont sans incarnation véritablement charnelle, n'est-ce pas? Et donc l'angoisse de chute est l'angoisse de tomber de cette partie autistique de lui. Avec le travail analytique, même si c'est en face à face une fois ou deux par semaine, enfin bon, à ce moment-là, voilà un autre rêve qu'il apporte. Il apporte un rêve où justement il est dans une grange, où dans cette grange il y a un plancher à mi-hauteur. Et il est bien installé sur ce plancher à mi-hauteur, et au bout de ce plancher, il découvre une autre partie de la grange, n'est-ce pas? Collé au plancher à mi-hauteur, il est bien là, il découvre qu'il y a dans une autre partie de la grange plus de plancher à mi-hauteur. Et il me dit, je peux voir le plafond et je peux voir en bas, je vois tout. Et à ce moment-là, il dit, je cherche ce que c'est, cet arrêt du plancher à mi-hauteur où il se colle, il dit, mais ça me fait penser à un vers de Shakespeare, qui dit, alors je ne sais plus exactement quel est ce vers d'Hamlet, qui dit « Il y a plus de choses sous le ciel et sur la terre, Horatio, que ne peut en saisir notre pauvre philosophie. » Il a découvert la tridimensionnalité avec la richesse et qui n'est pas associée à l'angoisse de chute, là. Une fois qu'il s'engage dans cette partie de lui qui se développe, bien que par ailleurs ça existe en lui, c'est un grand intellectuel, hein, c'est un homme très très cultivé. Voilà que la partie autistique commence à traiter d'ennemi celle qui se développe. Tu vas me fiche par terre, toi, avec ton développement. Et veut la tuer. Et voyez comment ça se transforme sur une autre scène. Il me semble que ce que je vous décris très schématiquement là existe chez beaucoup de patients, mais pas à des degrés divers, n'est-ce pas? Mais existe. Il faut déjà que l'analyste puisse concevoir que ça existe, ce genre de choses. Si l'analyste ne le conçoit pas, à ce moment-là, le patient sent qu'il peut jouer son jeu, parce que c'est finalement prendre un patient dans une cure, donc vraiment dans l'esprit analytique, c'est rentrer sur la scène d'un conflit. N'est-ce pas? Et il faut avoir du courage parfois pour rentrer sur la scène d'un conflit, n'est-ce pas? Et donc le patient perçoit, j'ai pu percevoir que la fameuse carte de géographie ou d'autres attitudes sont à rattacher à une partie de lui seulement, pas à tout son moi. Or c'est bien la faille justement des patients que de penser, ou bien de la faille des patients que de faire tout tomber du côté de cette partie autistique, de faire le jeu de l'omnipotence autistique, disons. Autistique ou narcissique primaire. Donc effectivement, une erreur à ne pas, ou une faille dans laquelle il s'agit de ne pas tomber, c'est finalement de croire que la question que le patient pose est une vraie question quand il dit « comment m'en débarrasser ?» Mais on ne s'en débarrasse pas. Elle est là, simplement il s'agit de faire en sorte, par le travail qu'on fait ensemble, qu'elle ne prenne pas toute la place. Donc c'est tout un travail de réintégration, n'est-ce pas, de ces parties-là dans l'ensemble du moi. N'est-ce pas? Où
À mon avis, donc moi j'ai comparé, j'avais fait un travail sur l'organisation du moi, je ne sais pas si je vous l'avais montré, où on voit que le moi est comme un immeuble avec plein d'étages. Et à chaque étage, il y a plein d'appartements. Et donc avec des escaliers, des ascenseurs, des liens. Et donc tout en bas, on a des niveaux très primitifs. Tout en haut, on peut avoir des niveaux beaucoup plus élaborés, la conscience, un bon surmoi, pas un faux surmoi. C'est tout un immeuble. Quand j'allais donc chez Esterbik, je me suis aperçue, donc Melzer était donc très amie avec Esterbik, qui elle-même avait reçu symboliquement, je ne sais pas si vous l'avez dit, le divan de Mélanie Klein. Elle avait reçu le divan de Mélanie Klein et Esterbik comptait le donner à Melzer, ce fameux divan. Donc, bon, or, je me souviens qu'au début, quand j'avais fini la formation donc chez Esterbik, qui était vraiment à la fin de sa vie, et donc j'ai commencé à écrire, donc, et j'ai écrit un article sur le passage de l'uni à la bidimension à travers la répétition de différents points d'accrochage, n'est-ce pas, d'une manière rythmée. Tout ça dans une perspective de construction de l'identité allant vers une tridimensionnalité, n'est-ce pas? Or, Melzer a lu cet article et n'était pas d'accord du tout. Non, pour lui, l'uni et la bidimension étaient uniquement pathologiques. Et donc, c'est là qu'on peut trouver vraiment des sources de réflexion qui divergent, n'est-ce pas? Puisque l'observation de bébé, au fur et à mesure qu'on l'étudie, nous permet de concevoir cette uni et cette bidimensionnalité, non pas comme d'une manière généralisée comme une défense, mais secondairement pouvant être utilisée comme une défense. Et donc ça, c'est vraiment tout un pan de la pathologie qui se fonde sur un raplatissement de l'espace en 3 dimensions sur un espace en 2 dimensions. J'ai un enfant donc, que j'ai suivi pendant 10 ans, qui est un Asperger, qui s'en est bien sorti, et je me souviens, j'aime beaucoup citer cet exemple. Lui, il prenait une voiture, il la regardait, un petit jouet voiture, il regardait la feuille de papier, n'est-ce pas, toute plate, et il regardait la voiture, et il disait « tu vas rentrer dans la bidimensionnalité ». Il voulait raplatir l'objet interne qui était constitué en lui, malgré tout. Mais sa défense, n'est-ce pas, voulait faire raplatir cet objet et tout ce qu'il portait en lui, n'est-ce pas, de possibilités émotionnelles, etc., dans le plat. L'identification projective, n'est-ce pas, vit dans un espace en 3 dimensions. L'identification projective, eh ben, on en mange tous les jours, hein, donc c'est vraiment permanent, mais elle est de différentes qualités, différentes natures. Mais Esterbik, par rapport justement à ce début d'identification projective, de projection, c'est-à-dire de signature de l'existence d'un espace qui s'ouvre, eh bien, avait cet exemple où le petit bébé est avec sa maman, donc, et à un moment donné, la maman se sent coupable, comme si elle était une très méchante maman. Et le Esterbik a dit, ça y est, il a commencé à lui lancer le fait
elle était très mauvaise. Avant, la maman ne se serait pas sentie coupable, lui, il se serait agrippé, il se sentirait lâché et tout. Là, c'est de ta faute. Hop, et tout de suite. On pensait à de la parapsychologie au début, c'est quoi ça? Donc quelque chose qui est très concret, qui va de quelqu'un à quelqu'un d'autre, comment c'est possible? Ça a complètement changé, d'une certaine manière, le concept de contre-transfert. Parce que dans le contre-transfert, l'analyste ressent ce que le patient ne veut pas sentir lui-même, par exemple, n'est-ce pas? Vous avez un patient qui arrive donc complètement déprimé, puis l'analyste est bien portant, et le patient part en sifflotant et l'analyste écroule. Tout est transfusé, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment donc la projection dans l'analyste de ce qu'éprouve le patient. Ça a changé la donne par rapport à une théorie du contre-transfert, dans la mesure où, pour Freud, le contre-transfert était quelque chose que l'analyste devait gérer lui-même parce que c'était son problème à lui, à l'analyste, n'est-ce pas, que d'éprouver telle ou telle chose, qui était donc le revécu ou la résonance en lui de problèmes qui lui appartenaient à lui. Il n'était pas du tout question pour lui que ce soit des projections du patient. Avec l'idée de l'identification projective, il y a une traversée de l'océan. Hein. L'éprouvé du patient passerait dans l'analyste. Et Paula Ehman, à la suite de Mélanie Klein, a parlé donc de cette identification projective comme orientant le contre-transfert donc, du patient, de l'analyse pour le patient, oui. Après, Mélanie Klein, je ne sais pas si on parle de ça, mais Mélanie Klein a dit que d'abord, dans cette identification projective, il y avait une projection de partie du moi dans l'autre, dans l'analyste, mettons, de telle sorte que, ou dans l'objet, pour le petit enfant chez le parent, de telle sorte que le petit contrôle par les projections que donc le parent ce qu'il doit faire, ce qu'il doit éprouver, ce qu'il doit faire. L'enfant peut avoir le fantasme d'identification projective, on pourrait dire, de faire en sorte que le parent soit complètement à sa merci. C'est une illusion, n'est-ce pas? Avec Mélanie Klein, l'identification projective avait plutôt une couleur la plupart du temps négative dans ce sens, n'est-ce pas? C'est un contrôle omnipotent. Mais en même temps, il y avait aussi cette idée chez elle que l'identification projective pouvait donc donner lieu à un sauvetage de l'objet. Chez des enfants tout à fait désespérés, les meilleures parties d'eux sont projetées dans le parent, de telle sorte que ça, au moins, ça soit sauvé du désastre, n'est-ce pas? Mais Bion, ensuite, a eu l'intelligence de comprendre que ça pouvait être, donc, dans la projection de partie de soi dans l'autre, un mode de communication pour faire comprendre à l'autre ce qu'on éprouve. On éprouve ça. Et à ce moment-là, donc, dans son schéma à lui, n'est-ce pas, de contenant-contenu, le petit bébé peut, ou le patient, lancer donc des projections dans l'autre, c'est-à-dire dans un objet contenant, lequel il projette donc des parties de lui dans l'autre, parties qui ne sont pas contenables par lui-même, parce qu'elles provoquent en lui des émotions insoutenables, ou des sensations, on pourrait dire aussi, insoutenables. Il s'en débarrasse parce qu'il sait qu'il y a un objet pour les recevoir. Il pourrait s'en débarrasser sans les projeter, mais en les évacuant en l'air, comme ça, comme font les enfants hein, quand ils envoient leur crayon comme ça, flouc, il n'y a pas d'objet de la projection, c'est une évacuation dans l'espace.
Tandis que quand il commence à projeter des crayons quelque part, là, il y a une cible et il s'attend à ce que la cible contienne les choses, n'est-ce pas? Alors donc là, dans la théorie de Bion, l'objet contenant reçoit les projections et c'est très complexe, je pense que les choses peuvent être très simplifiées. Mais l'objet les contient et le bébé attend qu'on lui rende. Mais on pourrait dire pourquoi il attend qu'on lui rende? Ils sont bien là-bas, laisse-les moi. Non, il a le sens de sa possession. Il a le sens de ce qui lui appartient et l'objet lui rend les projections transformées et supportables. Sauf quand l'objet ça se complexifie et l'objet, à ce moment-là, renvoie des choses pire, dans un état pire que celui dans lequel il les a reçus, n'est-ce pas? C'est l'exemple des mamans qui, en recevant de l'angoisse, renvoient de la terreur, n'est-ce pas? Parce que ça les a terrorisées et elles s'en débarrassent elles-mêmes. Bon, ça devient pathologique, n'est-ce pas? Dire « je », c'est contenir des parties de soi en soi-même, n'est-ce pas? Donc c'est une régression des identifications projectives dans ce sens-là, n'est-ce pas? On n'est plus, n'est-ce pas, dans un bain narcissique. On retire les identifications projectives, n'est-ce pas, qui font que l'autre est utilisé pour porter des parties de soi. Et à ce moment-là, survient ce qu'on appelle la position dépressive, c'est-à-dire la tristesse de ne plus être mêlé à l'autre. Donc tout ce qui ne concerne pas l'élaboration des séparations est d'ordre narcissique, n'est-ce pas? C'est-à-dire où le moi est mêlé à l'autre. Que ce soit sur un mode uni, bidimensionnel ou même tridimensionnel dans les identifications projectives, il y a quelque chose qui est emmêlé avec l'autre. Quand on se sépare de cet emmêlement, à quelque niveau que ce soit, on se récupère et on introjecte l'objet plutôt que de se projeter dedans, par exemple. À ce moment-là, au moment où on introjecte et on a une identité introjective ou une identification introjective, à ce moment-là, on est davantage « je ». C'est pour ça que c'est complexe, hein. Et oui, par rapport à ce que vous évoquiez, le « je » naît à quel moment ?